pouvoir débuter donc cette conférence, cette table ronde sur un phénomène que vous connaissez tous puisque vous êtes des pratiquants, c'est le phénomène du running. En quelques années, notamment depuis le Covid, on a vu les pelotons grossir, se remplir rapidement, les lignes de départ se sont multipliées, la course à pied est devenue un véritable phénomène de société. Et ce soir, on va en parler avec ceux qui sont là pour organiser vos événements, qui vivent au quotidien au rythme des dossards, ceux qui gèrent les bénévoles, qui traitent avec les chronométreurs et qui apprécient vos sourires à l'arrivée. On va essayer de comprendre avec eux ce qui a changé dans le domaine de la course à pied. Je vais donc inviter sur scène nos différents intervenants. Ils sont au nombre de 5. Je vais vous demander d'abord d'accueillir Hugo Charrier, qui est directeur général de la société Finishers. On va ensuite accueillir 2 organisateurs d'épreuves. Je vais demander à Thomas Delpeuch, qui est responsable des épreuves grand public chez ASO, de nous rejoindre sur scène. Alors les épreuves grand public ASO, c'est Marathon de Paris, c'est Running Lyon notamment, semi-marathon de Paris. On va accueillir Éric Lepalmet, qui est le président d'Idéalp, créateur d'événements sportifs. On citera notamment le marathon de Chablis et le trail des passerelles de Monténard. Et puis on va accueillir un témoin aussi plus local, Xavier Breu, qui est journaliste au service des sports du Progrès. Et puis il nous fait le plaisir d'arriver, on l'a attrapé pendant qu'il nous rejoignait, Jérôme Villon, qui est directeur général de la Fédération française d'athlétisme. Il te reste une place là, Jérôme. Et puis Alain Bouy, si tu veux monter sur scène, le président des Beaujolais Runners. Et puis donc on va débuter cette conférence. Alors messieurs, on va, je vais m'adresser au public. On va commencer par Hugo qui va nous chiffrer un petit peu l'état des lieux de cette évolution du running. Et puis après nos intervenants. Messieurs, sentez-vous libres d'intervenir comme vous le souhaitez au fur et à mesure des questions. Alors Hugo, c'est vous qui allez commencer, ouvrir le débat. Déjà quelques mots pour nous expliquer qui est ou qui sont les Finishers. Merci beaucoup et on est ravis d'être là avec vous. Moi je m'appelle Hugo Charrier, je suis l'un des cofondateurs de cette plateforme qui s'appelle finishers.com. On a créé cette plateforme il y a 5 ans avec l'objectif d'aider 2 populations, les organisateurs de courses qui avaient besoin de recruter des participants, de renouveler leur peloton, et on voulait aussi aider les coureurs qui ne savaient pas forcément où aller pour trouver leur prochaine course. Donc ce site aujourd'hui c'est 4 millions de visiteurs uniques par mois, 2 millions de Français qui viennent régulièrement sur le site chercher l'information par mois, et maintenant on fait 2 millions de visiteurs en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne. Alors on va parler d'un phénomène donc sur le boom du running. Vous avez mené une étude qui justifie ça. Quelques chiffres que vous nous avez amenés, quelques informations que vous allez nous partager. Tout à fait. Alors, désolé, cette slide est indigeste, mais il y a beaucoup de chiffres qu'on voulait partager aujourd'hui. Donc 12 millions, c'est le nombre de pratiquants en France. Donc c'est le nombre de Français qui déclarent pratiquer l'activité running. Et on va regarder ce chiffre de plus près, on va se dire qu'en fait, il y a finalement 5 millions de Français qui vont acheter un dossard. Ou plutôt 6 millions de dossards vendus. Et quand on regarde à la loupe le nombre de marathoniens, on se rend compte qu'en fait, il n'y en a pas non plus 4 millions, il y en a 139 000. C'était le nombre de marathoniens en 2024. Et ce chiffre-là, il est en croissance, il fait plus 22% par rapport à 2023. Donc, ce sera intéressant de voir les chiffres de 2025. Mais surtout, le chiffre qu'on a voulu voir, c'est le nombre de Français qui partent à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, le marathon devient vraiment une attraction touristique. Et on voit qu'ici, on a une immense croissance, puisqu'on fait plus 44% par rapport à 2023. Le prix du dossard aussi, c'est intéressant. On se rend compte que c'est une économie qui se porte bien, et on le voit bien, le prix du dossard a augmenté de 10% entre 2023 et 2024, et il ne fait que d'augmenter. On a même des pays où le prix du dossard s'approche du 200 €, comme les Pays-Bas notamment, et des pays où le dossard fait x2, comme la Pologne. Sur l'évolution des profils, ici en noir tout en bas, je vous ai mis l'exemple d'un célèbre marathon méditerranéen pour lequel on travaille, et on vend entre 3 et 4 000 dossards par an. Et on a observé une nouvelle tendance, c'est que les participants, bien sûr, réservent leur dossard de plus en plus tôt, mais on voit qu'ils sont de plus en plus jeunes. Ils ont 37 ans contre 40, 41 ans il y a encore 2-3 ans. Ils sont de plus en plus performants, c'est-à-dire qu'ils viennent pour faire un chrono, et même les plus jeunes
veulent tout de suite faire sub 3 heures. Donc ça c'est intéressant, on le voit dans les fiches, dans les déclarations des coureurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la féminisation. On voit de plus en plus de femmes qui participent aux courses. Et je vais donner l'exemple d'un semi-marathon de Madrid, où sur Finishers, on a vendu 2000 dossards, 51% de femmes. Alors que chez l'organisateur, historiquement, c'est 40% de femmes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pour terminer, je voulais vous partager ces chiffres qui sont très intéressants. Alors nous, on adore tout ce qui est référencement, tout ce qui est recherche sur Internet. Ici, je vous ai mis les recherches dans le top 10 des pays européens sur le semi-marathon. Donc ça va prendre les courses, le calendrier des semi-marathons, mais également sur les marathons. Alors vous allez voir que, bien évidemment, il y a beaucoup de recherches en France sur le mot-clé marathon. Sur 68 millions d'habitants, il y a 43 millions de recherches par an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des marchés comme la Pologne avec un très fort volume de recherche par rapport au nombre d'habitants. Et un cas unique, l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui se distingue puisqu'il y a plus de recherches sur Google sur le mot-clé marathon que le nombre d'habitants. Et enfin, pour terminer, on a mis la petite courbe qu'on observe chez Finishers. C'est la courbe au service client. C'est que le participant, on va avoir 3 phases. Une première phase où il est enthousiaste quand il achète son dossard. Silence radio, plus rien, il va s'entraîner, la vie passe. Et plus il va s'approcher de la date de la course, plus il va stresser, plus il va s'inquiéter, plus il va nous écrire. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, le coureur, il prend sa décision plus vite qu'avant, il se dépêche pour réserver, et il n'a pas le choix, puisque les courses sont sold out de plus en plus tôt. Le deuxième, c'est qu'il va prendre de l'information un petit peu partout. Les amis, de plus en plus ChatGPT, Instagram, YouTube, et on a même des influenceurs qui aujourd'hui détruisent des courses. Donc il faut faire attention à ça parce que, et c'est le quatrième point, les coureurs sont de plus en plus exigeants. Ils payent de plus en plus cher et ils attendent d'avoir un service comme quand ils vont à l'hôtel ou comme quand ils achètent un produit chez Decathlon. Et l'anticipation, on en a parlé. Le problème, et j'en ai parlé encore aujourd'hui avec 5 organisateurs ici présents, comme les coureurs doivent réserver plus tôt, eh bien ils prennent et ils ne sont pas sûrs d'y aller et ça a un impact sur le no-show. Donc voilà, tout ça, ce sont des critères qu'il faut prendre en compte quand on est un organisateur de course. Voilà, merci Hugo. Donc je pense qu'on a planté le décor. Je vais revenir maintenant vers nos organisateurs d'épreuves. Donc je vous rappelle, alors, à côté d'Alain, c'est Xavier, notre journaliste du Progrès, Eric Le Palmec pour Idéal, Thomas Delpeuch pour ASO. Hugo, donc vous pourrez intervenir aussi parce que vous avez le recul. Et puis Jérôme, notre directeur général de la Fédération française d'athlétisme. Alors messieurs, les organisateurs, et Hugo vient de le témoigner, on le voit, sur certains événements, les dossards partent de plus en plus vite, les pelotons grossissent aussi. Est-ce que vous avez une explication, alors rationnelle ou plus subjective, de ce pourquoi de l'engouement de la course à pied? Oui, on en parlait tout à l'heure entre nous. Effectivement, a priori, aujourd'hui, tous les formats de course sont en effectif grandissant, en tout cas en demande grandissante. Les organisateurs, du coup, se posent la question s'ils peuvent faire grossir leur course. C'est un vrai choix pour un organisateur. Savoir s'il a la capacité d'accompagner cette croissance, s'il a envie de le faire, s'il ne se met pas en difficulté en le faisant. Mais globalement, tous les formats, du plus petit jusqu'au marathon, les trails du long au court, un peu partout. Et les raisons que l'on aperçoit, effectivement, nous, on les aperçoit par cycle. En parlant, en remontant un petit peu le temps, on s'aperçoit qu'on avait, nous, je le disais, moi, en arrivant chez ASO, j'ai connu ce premier boom qu'on a eu sur l'année 2000. L'année 2000 parce qu'il fallait cocher une case, il fallait faire quelque chose d'extraordinaire avant que le monde s'effondre, avant qu'on change l'horloge. Et ça, on l'a pu le retrouver à différentes occasions. On a pu le voir après, là, proche de nous, avec le Covid. Effectivement, changement de vie, on se pose des questions sur ce qu'on fait, sur son activité sportive, sur son boulot, sur sa vie de famille, sur là où on vit. Et du coup, ça redéclenche des habitudes de vie un peu différentes. Donc ça, c'est vraiment des gros moteurs de changement dans notre vie à tous. On ne parle pas que de sport, bien évidemment. Et ça a été le deuxième gros boost qu'on a vu après des périodes compliquées qu'on a vécues. On a vécu, après les attentats de 2015-2016, des périodes compliquées pour les organisateurs parce qu'il fallait mettre en place de la sécurité à un niveau qu'on n'avait jamais vu jusque-là. On a connu le Covid avec une période d'arrêt très longue, d'1 an et demi au moins pour tous les organisateurs, pour tous les prestataires, pour tous ceux qui tournent autour de nos activités. Et derrière ça, des habitudes de vie qui ont changé. Et donc là, on prend une vague. Donc on était à peu près tous d'accord pour dire que c'était dû à cet arrêt Covid, à ce changement de vie, les questions que tout le monde s'est posées. Et on prend une grosse vague. On prend une vague avec des changements de typologie. Tu l'as montré un petit peu, Hugo, dans les stats. Rajeunissement, féminisation.
Et moi, ce que je vois sur les épreuves globalement, sur nos épreuves en tout cas, c'est on vient cocher une case, on n'a plus peur de mettre un dossard. Il y avait des freins à mettre un dossard. C'était, je me lance dans une compétition, elle est chronométrée, je vais être évalué par rapport aux autres. Je suis peut-être pas un marathonien en fait. Je suis peut-être même pas un semi-marathonien. Qu'est-ce que je fais là? Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un gros frein qui se levait à ça. Oser mettre un dossard, oser participer à une compétition sans se prendre la tête sur le chrono. Venir prendre du bon temps ici sur le Beaujolais en buvant même un petit peu de vin sur les ravitaillements. Prendre du plaisir à le faire pour une association, à le faire entre potes, entre collègues. Et puis partager sur les réseaux sociaux. Pour moi, le partage sur les réseaux sociaux, c'est ce qui accompagne cette vague et qui la rend encore plus grosse. Aujourd'hui, tous nos collègues savent ce qu'on fait le week-end, si on fait des courses, tout ça. Avant, il n'était pas question de ces discussions-là au boulot ou avec 2 ou 3 personnes. Et aujourd'hui, on le partage avec tout le monde. Tout le monde partage avec tout le monde ses activités sportives, à la mode Strava, hein, mais il n'y a pas que Strava. Et effectivement, ça vient surenchérir sur cette vague de changement d'habitudes sportives et de vie. J'ai l'impression en tout cas que c'est ce qu'on vit actuellement. Alors on parlera effectivement, Thomas, de l'impact des réseaux sociaux après. Eric, sur vos événements, est-ce que vous avez la même perception? Alors pour donner un ordre de grandeur, j'ai dit, Eric, le Trail des Passerelles de Montpénard, l'Équidène de Grenoble, c'est des événements qui réunissent une dizaine de milliers de personnes à peu près sur les plus gros. 6000 personnes sur la plus importante. Voilà, alors que Thomas, on est sur entre x8 et x10 hein, pour cibler. Mais c'est intéressant pour nous parce que du coup, on a le point de vue de 2 organisateurs sur 2 typologies d'événements. Eric, pardon. Par contre, en effet, on est exactement sur le même constat. On en a discuté juste précédemment avec toute l'équipe qui est ici sur cette scène. Et c'est vrai qu'on a eu ces évolutions qui sont faites, en particulier. Moi, je pense que la dernière, c'est bien entendu le Covid, hein, comme le disait Thomas à l'instant, avec un certain temps pour qu'ils viennent chez nous, parce qu'on le sait, les études suisses en particulier disaient en 2022 que les gens ne souhaitaient pas encore se mélanger. Ils ne voulaient pas encore revenir sur les événements. Donc l'évolution qu'on a eue, très caractéristique, qu'on vit actuellement, date de 2023, 2024 évidemment, excellente année, 2025 qui confirme tout ça. Donc voilà. Et puis aussi ce que Thomas vient de dire, mais ce que tu as présenté Hugo, sur le fait que voilà, on a plus de jeunes sur nos épreuves, ça s'est rajeuni. Et puis la féminisation, il faut quand même saluer aujourd'hui la participation féminine. Nous on a la chance sur nos épreuves d'avoir des taux de 46, on est quasi à la quasi-parité sur nos épreuves. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a 10 ans en arrière, c'est quand même pas du tout ça, quoi. Je veux dire, quand on avait 28% de participation féminine, c'était génial, quoi. Aujourd'hui, on en est quand même à 46, quoi. C'est quand même génial. Alors effectivement, les chiffres que Hugo a présentés, on a les mêmes ici sur le marathon du Beaujolais. On est une moyenne, alors toute épreuve confondue avec les randonnées du dimanche, 37 ans et demi la moyenne d'âge et 49,8 de dames et 50,2 de messieurs. Voilà la proportion. Alors avec la rando qui est un peu plus féminisée et puis le marathon qui reste masculin. Est-ce que vous pensez que cette évolution, vous nous en avez déjà donné quelques mots et puis on aura peut-être l'avis de la FFA aussi tout à l'heure avec Jérôme. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une pérennisation, cette évolution, ce 50-50? Peut-être que les dames vont passer majoritaires parce que les messieurs vont se détourner vers d'autres pratiques. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un palier, que ça va continuer d'évoluer? J'ai l'impression qu'on s'oriente vers une mixité totale, 50-50, et je pense que ça peut durer. Ça peut durer. Après, il y a quelques épreuves qui vont avoir des caractères et des identités qui vont attirer ou pas certaines catégories. Mais je ne parle pas que de femmes et d'hommes. Il y a des épreuves qui vont avoir une identité très festive, qui vont s'adresser, comme ici, à des groupes. Et donc, on vient en couple, on vient entre amis, on est beaucoup plus mixte dans l'esprit, peut-être. Peut-être des compétitions qui vont rester peut-être un peu dures, un peu trop compétitives, et qui vont encore avoir une majorité d'hommes présents dans le peloton. Voilà. Mais au global, je crois qu'on s'oriente vers une vraie mixité. Et tant mieux, voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de mixité sur ce sport-là comme les autres. Après, il faut se dire une chose aussi, c'est qu'il y a différents événements. Il y a des événements expérience, comme les événements en particulier qu'organise ASO, que nous avons la chance d'organiser quand c'est le Trail des Passerelles de Montpénard ou quand c'est notre marathon de Chablis, où on va faire des kilomètres pour aller participer à l'épreuve. Et puis, il y a quand même une très grande majorité des épreuves, en nombre, j'entends, qui sont quand même des événements locaux. Où là, moi, je ne sais pas bien identifier exactement comment se passe l'évolution, mais je pense qu'elle est un petit peu pareille, puisque ces événements locaux vont souvent servir de préparation à nos manifestations. Donc, je pense que c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend demain? Ça, on verra bien. Récemment, on a quand même vécu des grosses crises dans ce milieu, dans cet écosystème. Donc, ma foi, on n'espère pas. Mais ceci étant, voilà. En tout cas, nous, on est prêts à continuer à faire grandir nos manifestations
toute proportion gardée, en faisant attention à comment on va continuer à bien accueillir les participants pour que justement cette expérience reste des bonnes expériences de vie, qu'ils aient envie de revenir sur nos épreuves, mais j'ai envie de dire sur toutes les épreuves, puisque très souvent, nous, dans nos études d'impact par exemple, on nous dit que 54% en général, on est sur 54% des gens qui vont revenir l'année suivante. Mais comme par hasard, l'étude que je fais par exemple sur le trail des passerelles du Monténard, on l'a fait depuis 2016, on pose exactement et strictement les mêmes questions. Chaque année, on nous dit que 55% des gens vont, ou 56% vont revenir l'année suivante, et en fait, on a 71% de néo-participants. Donc ça ne se respecte pas. Mais c'est pour dire qu'en fait, ils se plaisent d'avoir fait une expérience avec nous et ils vont aller faire une épreuve comme le marathon de Paris ou comme, je sais pas, un autre trail à droite ou à gauche. Et tant mieux, parce qu'en fait, on se nourrit mutuellement, en fait, et c'est comme ça que notre monde va évoluer et nos événements vont évoluer. Peut-être des précisions, effectivement, sur ce qui... Je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. À la Fédération française d'athlétisme, depuis des années, on met en place une étude qui s'appelle le Data Finisher, puisque la fédération, de par sa position de fédération délégataire, du coup, a l'exhaustivité de l'ensemble des résultats qui remontent sur donc, tous les pratiquants qui s'inscrivent et qui achètent des dossards sur tous les événements en France. Et effectivement, on constate deux choses très intéressantes. Ce que vous dites tous, c'est-à-dire que l'an dernier, ça a été un record historique du nombre de résultats enregistrés, quasiment 3 millions de résultats enregistrés, donc ce qui est le record absolu. Et on constate effectivement que les courses se remplissent de plus en plus vite, que les jauges augmente, mais finalement la responsabilité des organisateurs que vous êtes fait que vous estimez aussi une certaine limite pour garantir une vraie sécurité, ce qui fait qu'on assiste finalement à l'avènement de nouvelles courses. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 à peu près organisateurs en France qui managent plus de 11 300 courses, ce qui est quand même assez incroyable. Il y a ce nombre de courses qui augmente également. Et ce qui est très intéressant à constater, c'est le lien, même s'il est encore très, très étroit, mais qui commence à s'opérer aussi avec le mouvement fédéral. Et ça, alors, c'est un peu en contradiction avec ce que tu dis, Eric, dans les chiffres, mais on constate, nous, à la fédération, cette année, on a battu le record de licenciés. On a à peu près atterri à 337 000 licenciés à la fin de la saison. On s'était dit, globalement, c'est l'effet jeu Paris 2024. Et finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le plus gros contingent de licenciés qui a augmenté, ce sont les licences running. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, on est encore à plus 2% de progression sur le nombre de licenciés à date, donc sur déjà un record qui était établi, et l'évolution des licences running est à plus 8%. Ce qui veut donc dire que les runners, en tout cas les gens qui s'engagent dans des logiques d'inscription à des courses, très certainement, au moment, et on en parlait tout à l'heure avec Eric, ont la potentialité de se dire, voilà, j'ai participé à une course et j'ai potentiellement l'envie de progresser, peut-être de m'inscrire à une prochaine course, et puis j'ai couru le 10 km en 1h15, et la prochaine fois je veux faire 1 heure, etc., etc. Donc on voit que ce lien, finalement, entre le mouvement très fort, hein, qui effectivement qui vit une croissance exponentielle, et tant mieux, puisque ça signifie que de plus en plus de personnes se mettent à la pratique de l'activité physique, et c'est ce qu'on recherche tous. Mais il y a aussi cette volonté-là, finalement, peut-être de créer le lien avec le mouvement fédéral. Donc c'est là où on a certainement encore plein de belles choses à jouer ensemble. Non, mais on n'est pas du tout en contradiction, hein, bien au contraire, je pense que c'est exactement ça, mais c'est d'où l'importance aussi, notre responsabilité en tant qu'organisateur, à proposer des belles manifestations pour que ces concoureurs continuent à aller sur des courses. In fine, s'ils arrivent au sein des clubs de la FFA, tant mieux, bien entendu, et où ça peut être dans d'autres types de pratiques, de préparation qui vont leur faire vivre d'autres expériences. Mais on a cette responsabilité aussi d'offrir. Elle est importante, elle est primordiale, cette première expérience. Alors, avant de parler des défis logistiques liés à cette évolution, on va rebondir, je ne sais plus si c'est Thomas ou Eric qui a évoqué le sujet. Est-ce que le fait de d'avoir ces nouvelles populations, ça vous incite vous aussi à créer des nouveaux événements? Alors, pas un nouvel événement, mais à l'intérieur de votre programme habituel, de rajouter une course des kids. Moi, je me rappelle avoir animé des marathons chez ASO. Il y a des courses kids sur tous les événements. Est-ce que vous pensez que ça pousse les organisateurs à ajouter de l'offre, de se dire, tiens,
tiens, je vais faire une course 100% féminine pour les dames qui courent pas beaucoup, on va leur faire un 5 km que entre elles pour pas qu'elles prennent peur et justement qu'après elles aient envie de découvrir. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une évolution? Est-ce que vous, c'est quelque chose qui fait partie de vos réflexions au quotidien sur vos événements? Ça dépend du type d'événement. Effectivement, quand on a des événements mixés avec déjà des formats différents comme ici, ça pousse à ouvrir du trail le dimanche. Ça pousse à ouvrir de nouvelles expériences. Et je pense que oui, l'organisateur doit se poser la question de quelle expérience je propose. Et s'il manque dans son secteur ou de certains types d'expériences, pourquoi pas aller ouvrir une course un peu différente avec un thème œnologique, avec un thème festif, etc. Donc, mais je pense qu'il faut proposer à ce public-là qui vient souvent pour la première fois, qui voyage, tu l'as dit, des expériences différentes, des expériences nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne vont pas se déplacer indéfiniment pour juste faire une course et une distance. Ils vont se déplacer pour aller découvrir un terroir, pour aller découvrir une course festive, pour aller découvrir une belle ville, parce que c'est quand même le meilleur moyen de découvrir une belle ville en levant les yeux. Donc qu'est-ce qu'on peut enrichir sur notre événement? Donc on a beaucoup d'événements monocourses. Hein. Quand il y a le marathon de Paris, il n'y a que le marathon. Donc on agrémente effectivement pour les familles, on agrémente pour les accompagnants. On agrémente en termes de motivation aussi avec beaucoup de dossards associatifs. Donc on essaie de traiter toute la famille et tous ceux qui peuvent venir, pas uniquement celui qui est motivé par le chrono et la course. Donc je pense que chaque organisateur ou chaque configuration peut trouver le service supplémentaire, la course annexe supplémentaire ou le format de course pour développer une nouvelle offre. Voilà, et on va avoir en face de nous un public qui va être demandeur de belles expériences. Mais je suis d'accord, effectivement, la première expérience doit être réussie. Donc surtout, la responsabilité de tous les organisateurs, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent sur ce running, on ne les repousse pas par une mauvaise expérience dès la première fois. Ça va être primordial de les conserver. Ouais, je veux bien rajouter que faut faire attention aussi de ne pas travestir les choses pour tenter de les rendre plus belles, plus attractives et autres, parce que ça ne marche pas tout le temps. Christophe, tu vois de quoi je veux parler, mais il y a eu des périodes où on a voulu faire des triathlons de façon un peu différente. Au bout d'un moment, ça s'est essoufflé tout ça, quoi. Et puis, il y a eu des effets de mode. Nous, on n'est pas dans les effets de mode, on est dans une évolution de notre société. Et ça, c'est hyper important de bien se dire les choses. Et on n'en veut pas des effets de mode, nous, on veut que ça continue et que ça puisse se pérenniser. Donc, c'est très important. Après, quand je parle de ne pas transformer nos épreuves pour plaire à un certain public, je pense que au contraire, les épreuves que tu organises et qui continuent à évoluer dans le bon sens, c'est génial. Moi, j'ai la chance d'organiser un Equiden, par exemple, à Grenoble. C'est formidable, ce directeur général. On respecte scrupuleusement un format de course, un règlement. Et on voit que depuis 2009, parce que j'ai la chance de l'organiser depuis 2009, on voit que le succès ne dément pas. On a créé cette manifestation, il n'y avait pas d'épreuve grand public en Equiden. À l'époque, seul Albi organisait une épreuve qui était participatif. Tous les Equiden de France à l'époque, c'était que organisé par des clubs pour les clubs, d'accord? On était le deuxième. On s'était donné un challenge avec Pierre Arnaud que notre ami Jérôme connaît très bien, de réunir 300 équipes. On a eu 287 équipes. Et depuis, ça continue à grandir. Il y a toujours cet engouement. Sauf qu'il y a un moment donné, on a limité, bien entendu, de capacité, justement pour que, une fois de plus, on vive un bon événement. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de bien poser les choses et de faire attention à ce qu'on veut vouloir faire. Effectivement, vous avez aussi tout à l'heure parlé, Eric, de logistique. On parle d'expérience coureur, leur donner la meilleure première bonne impression possible. On parle souvent ça dans le management. On n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et c'est un peu ça aussi pour les runners. Si du premier coup, ils sont convaincus, ils reviendront sur votre événement ou sur d'autres. Mais effectivement, une épreuve qui grossit, c'est aussi des besoins logistiques qui évoluent. C'est peut-être plus d'hébergements qui vont être nécessaires dans la zone, plus de bénévoles, plus d'achats de produits, peut-être plus de déplacements aussi. Et on sait qu'on est aujourd'hui dans une philosophie où on va chercher aussi à protéger l'environnement. Donc on va vouloir limiter l'impact environnemental de notre épreuve. Donc est-ce que c'est une de vos limites aujourd'hui? Et est-ce que dans vos réflexions plus petits, pardon Eric, mais pas petits, mais plus petits et gros événements, est-ce que la réflexion est la même, les solutions
solutions sont peut-être pas les mêmes parce que passer de 6 000 sur les Monténards à 8 000, c'est peut-être pas la même chose que de passer de 50 à 55 000 sur un marathon de Paris. Mais en tout cas, est-ce que c'est des préoccupations quotidiennes et est-ce que vous avez des solutions pour que cette expérience coureur et familiale reste importante et qu'on n'atteigne pas non plus un pic ou quelque chose qui soit insurmontable et invivable? Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est se dire, quand on établit nos jauges, on établit les jauges de capacité de nos manifestations à l'automne précédent l'année suivante. Donc, on va se dire, comment on peut accueillir plus de monde? Est-ce qu'on est capable d'accueillir plus de monde? Et ça, moi, je vais travailler sur 2 points avec mes équipes, c'est de me dire, d'abord, la capacité d'accueil du site qui va recevoir la manifestation, combien on va pouvoir stationner de voitures, est-ce que ces gens, lorsqu'ils vont venir, ils vont vivre un moment sympathique là sur le site, et puis après, c'est évidemment sur le terrain, sur la course, est-ce qu'il ne va pas y avoir des bouchons sur la course ou à l'arrivée, ce qui serait quand même pas très agréable pour les coureurs, et puis la capacité que l'on a de mobiliser des bénévoles pour que l'expérience du coureur soit bonne. Et ça, voilà, typiquement, cette année, l'expérience qu'on vient de vivre, par exemple, au marathon de Chablis, fait qu'on a eu une augmentation assez conséquente du nombre de participants, et on a vu qu'en termes de bénévolat, on était prêt, on est capable d'aller plus loin. On aurait pu accueillir plus de monde cette année. On a fait le choix de rester sur les jauges que nous avions prévues, parce qu'à un moment donné, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision, on va dire, allez, c'est bon là, il y a de l'engouement, les gens ont envie de venir, on y va. Et puis en fait, on n'aura pas tout calculé, les tenants et les aboutissants, tout ce qui va nous permettre de pouvoir bien accueillir ces gens-là. Et c'est là où on peut se mettre en danger et où on peut mettre en danger. Tout à l'heure, on évoquait une chose qui, moi, à mes yeux, est extrêmement importante, c'est que j'ai besoin qu'il y ait 2 publics qui soient contents lorsque je termine une journée d'organisation. C'est que, le coureur ait passé un bon moment, mais que mon bénévole ait passé un bon moment. Et si là, ils partent tous les 2 avec le sourire, le pari est gagné. Tout à fait, je te rejoins sur l'ensemble des points. C'est important, enfin, sur les épreuves, on essaie de créer l'expérience, de mettre de la mousse au-dessus du café. Mais ça sert à rien de mettre des groupes de musique si les flux sont pas bons, si on a galéré pour se garer, si on n'a pas pu accéder au site, si la famille est restée bloquée à l'autre bout de la ville. Donc notre préoccupation en tant qu'organisateur, c'est le premier travail cartésien qu'il faut faire sur effectivement cette capacité qu'on a à recevoir les gens dans de bonnes conditions. Les conditions de course. Donc nous, on a beaucoup étalé nos départs. On arrive maintenant à 4 heures de départ sur le semi-marathon et sur le marathon de Paris. Mais ça garantit un confort en course qui est nettement meilleur par rapport au marathon qu'on avait en 2005-2010. Enfin, la densité de coureurs sur la chaussée est nettement plus agréable. Ça permet d'intervenir pour les secours, ça permet plein de choses. Les ravitaillements sont plus fluides, etc. Donc, et puis après, il y a la capacité à recevoir les gens dans les transports publics, sur les parkings, sur les trottoirs qui jouxtent la manifestation. Quand on s'aperçoit dans certains quartiers, nous, on était un petit peu juste sur le public, on a installé des passerelles pour qu'ils puissent traverser la course et atteindre le marché, parce qu'il y a des gens qui vivent à côté de nous et qui vont au marché le dimanche matin. Donc, et c'est ce qu'on va vivre demain dans Villefranche. Villefranche, voilà, il y aura 20 000 coureurs qui vont être dans la ville pendant 5-6 heures, mais il y a aussi les riverains, il y a aussi les commerces qui fonctionnent. Donc voilà, la tentation est toujours très très facile de dire j'augmente ma jauge. Certains organisateurs l'ont fait dernièrement, ils ont un peu craqué. Voilà, on en a parlé avec eux, on a essayé de voir avec eux quelles étaient les solutions pour eux, mais quand on passe de 10 000 à 20 000, en une année sans changer le dispositif, ça craque, bien évidemment. Ça craque pas forcément à l'endroit où on l'attend, mais ça craque sur une ligne d'arrivée, ça craque sur un endroit du parcours, ou alors il n'y a plus de parking. Et les gens sont en retard au départ. Enfin, voilà, donc c'est le travail cartésien que doit faire chaque organisateur. C'est du boulot assez simple à faire, je dirais, mais il faut se poser toutes les questions. Il faut se remettre en cause. Il ne faut pas être sûr de soi, il faut se remettre en cause sans cesse. Et ensuite, on peut passer à la phase agréable de mettre de l'expérience, de la musique, tout ce qu'on veut. Mais il faut assurer la base, et ça, c'est important. Voilà. Une journée de course ratée, c'est ça. C'est un point noir comme ça sur l'organisation. Donc ça peut arriver, mais ça doit être un facteur externe qu'on n'aurait pas pu maîtriser. Ça, c'est toujours excusable et ça peut arriver. Ça nous est arrivé, c'est arrivé à d'autres. Ça peut être de la météo, ça peut être des choses comme ça qui compliquent la vie. Mais après, en termes d'amplitude, tu parlais des bénévoles. Nous, on arrive sur des amplitudes sur certains événements où malheureusement les bénévoles ne nous le demandent pas, mais il va falloir qu'on organise des rotations entre les équipes, tellement la journée est longue. Parce qu'ils ont été sur le salon la veille, et donc on leur demande de ne plus être sur le salon, mais ça les chagrine. Donc voilà, d'arriver à leur dire, économise-toi. On a envie que tu aies le sourire tout le temps, que tu ne sois pas trop crevé le soir. Donc c'est des grosses problématiques.
Hugo a tendu la perche tout à l'heure et il rebondira peut-être aussi sur le sujet. La course aujourd'hui, elle est plus seulement avec ses deux jambes, elle est devenue numérique. On l'a évoqué, tout le monde a plus ou moins un profil Strava, tout le monde communique sur des réseaux sociaux en montrant sa médaille, son dossard avant la course, sa médaille de finisher quand il a passé la ligne, la photo avec les copains. Est-ce que ça a changé aussi votre façon d'organiser? Est-ce que c'est un élément que vous prenez en compte dans la communication, dans le post-course? Vous êtes sensible à ça? On voit souvent, alors ces réseaux sociaux avec leur côté positif, mais on voit souvent aussi les 1% de mécontents qui vont communiquer et qui, comme le disait Hugo tout à l'heure, peuvent couler un événement parce que la communication est très défavorable dans ce sens-là. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes sensible? Comment vous faites pour vous y préparer? Est-ce que vous aussi, vous utilisez ces réseaux sociaux pour communiquer en disant, tiens, en échauffement, je ne sais pas, c'est un exemple que je prends, mais on va faire une course, là, on va mettre un segment Strava, puis pendant votre phase d'entraînement, on va faire voir qui c'est qui est le meilleur sur le segment Strava pendant l'entraînement. Voilà, messieurs les organisateurs, est-ce que ça change? Et puis Hugo, vous qui êtes aussi directement en contact avec les réseaux sociaux et les statistiques, est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que vous le mesurez? Les choses, oui. Il y a beaucoup plus de monde, spectateurs. Et spectateurs en ligne pendant effectivement les mois de préparation où on partage ses segments Strava d'entraînement, ses photos, son stress et son enthousiasme. Mais également sur le jour des courses. Là, on a atteint des niveaux de spectateurs énormes sur nos événements parisiens. Sur le Lyon, il y a un mois également, on a des nouvelles contraintes. On doit canaliser les spectateurs sur certains points du parcours. On a vu sur les 2 derniers kilomètres du marathon l'année dernière, c'était la montée de l'Alpe d'Huez. Les spectateurs gagnaient du terrain sur les coureurs. Donc c'est des super problèmes. On est très content de les avoir. Il va falloir qu'on les résolve, mais on est très content de les avoir. Donc ça, c'est chouette. C'est une ambiance autour de la course qu'on n'avait peut-être pas souvent en France. L'enthousiasme pour supporter tout le monde qu'ont les anglo-saxons, des fois. On voyait des familles en Angleterre ou sur le marathon de New York ou à Londres qui encourageaient tout le peloton. Alors que le Français était à attendre la personne qu'il connaissait peut-être. Là, on voit maintenant des Français qui encouragent tout le monde pendant 6 heures, qui tapent les mains, qui appellent les coureurs par leur prénom, qui est inscrit sur le dossard. Ça a créé une ambiance formidable. Donc c'est un super problème. On ne l'exploite pas assez encore. Quand je dis exploiter, c'est-à-dire qu'on ne met pas encore assez de services en face de ça. Aujourd'hui, on a envie d'enregistrer les spectateurs, on a envie qu'ils s'inscrivent pour qu'ils reçoivent les newsletters avec tout ce qui les attend. Pour qu'ils soient bien au courant qu'il y a une marathon pour les enfants la veille, pour qu'ils soient bien au courant qu'il y a un point spectateur avec de la nourriture à tel kilomètre. Voilà, on a envie de prendre le spectateur et de lui rendre la même expérience qu'au coureur, de faire les mêmes efforts. Donc qu'il soit enregistré chez nous en tant que spectateur, peut-être demain coureur, mais en tout cas qu'il vive l'expérience à 100%. Ouais, ça c'est important. Bah oui, évidemment, les éléments digitaux, c'est quelque chose de primordial quand on voit l'engouement qu'il y a sur les ouvertures d'inscription. Tout à l'heure, on parlait que nos épreuves se remplissent à vitesse grand V. Typiquement, aujourd'hui, de mettre en place un petit plan de communication pour dire que tu vas ouvrir telle date, eh bien, vous voyez, par exemple, on a ouvert mardi dernier le trail des passerelles du Monténard, on a enregistré 2 fois plus de participants le premier jour que par rapport à l'année dernière. Donc c'est évidemment, tout ça, c'est la communication digitale. D'ailleurs, qui devient presque la seule communication qu'on fait. Faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les médias spécialisés, j'ai bien dit, je vais pas parler de PQR, attention. Malheureusement, voilà, ils sont totalement inexistants sur nos manifestations. Faut bien se reconnaître. Après, attention à ces éléments, ces réseaux sociaux et autres, parce que, eh bien, on rencontre des petits problèmes quand même quelquefois qui nous gênent un petit peu, du genre un cultivateur, un exploitant, un propriétaire qui nous appelle pour nous dire que le passiez le jour de la manifestation sur notre terrain ne pose aucun problème. Par contre, que les mecs viennent 6 mois avant pour se préparer sur notre terrain, ça, on n'est pas d'accord. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça où nous, typiquement, eh bien, on a des fausses traces sur les réseaux, sur nos sites. Parce que voilà, ces traces, ces bonnes traces, elles sont juste le jour J et pas avant. Donc voilà, il faut faire attention à cette utilisation que l'on peut avoir de ces réseaux. Mais évidemment, aujourd'hui, on est ravis de voir comment ça se passe et comment on peut remplir grâce à ce qui se fait
les partagent évidemment et qui vont faire que demain notre pub elle est faite au lendemain, voire le jour J de la manifestation, la pub elle est faite pour la suite parce que justement toutes ces personnes ont partagé tout ce qu'ils ont vécu dans la journée. Je vais aller un petit peu plus loin avec l'aspect peut-être un peu négatif de ces réseaux sociaux. Je ne sais plus si c'est Thomas ou Eric qui vous en avez parlé tout à l'heure. C'est les gens qui, cette petite course un peu à montrer que moi je peux plus. Moi je me suis inscrit à un 10, ben attends, moi je suis plus fort que toi, je vais m'inscrire à un 21. Non mais moi je suis encore meilleur, je vais m'inscrire à un 42. Est-ce que c'est pas un petit effet pervers des réseaux qui fait que derrière vous avez aussi des alors je vais pas dire des contraintes, mais voilà des problématiques différentes à gérer sur la course parce que vous vous retrouvez avec des coureurs qui sont pas forcément préparés pour venir sur un événement et qui du coup vont abandonner, qu'il va falloir faire rentrer ou qui vont se blesser. Voilà, c'est pas pour faire le rabat-joie, c'est juste pour bien poser la question. Non, mais c'est un super sujet en effet, mais ceci étant, nous on accepte de vouloir de prendre du grand public, donc il faut l'assumer aussi. C'est pas le tout de dire voilà, on prend tout le monde, machin, tout ça. Ils ont rempli leur PPS, donc tout va bien dans le meilleur des mondes et ils peuvent participer à notre épreuve. C'est clair. Maintenant, à nous d'assumer ça, quoi. Je veux dire, à nous de poser les bonnes barrières horaires quand il y a besoin, c'est important. D'avoir aussi peut-être une équipe médicale qui ait la compétence de pouvoir à un moment donné, à un instant T, pour une question météo, pour une question de plein de choses, d'arrêter un certain nombre de coureurs que voilà, il constate la tête qu'il a, que lui, il n'ira jamais jusqu'au bout. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en cause. Après, je pense que c'est quand même une extrême minorité de personnes qui sont en difficulté sur nos épreuves. Il ne faut pas oublier que les gens... Moi, à l'époque que je courais, c'est très vieux, hein, c'était largement au siècle dernier. Moi, mon entraîneur, il me disait toujours, il faut faire du haut niveau à son niveau. Donc voilà, je pense que c'est vachement important. C'est-à-dire que le type, il vient préparer un 10 km, il vient préparer un trail des passerelles du Monténard qui va faire 63 km. Ben moi, je peux vous dire que la très, très, très grande majorité, eh bien, ils sont préparés. Ils sont prêts à le faire. Après, voilà, on n'est pas en forme. La semaine précédente, on a été pas bien. Ça se comprend. Et ça se comprend aussi qu'il ait envie d'aller. Donc, à nous d'assumer ça aussi, puisqu'on a ouvert la porte. Je suis d'accord. On leur propose des défis. Il faut accepter qu'ils le relèvent et qu'ils se lancent le défi. Moi, je préfère des gens qui vont un peu surévaluer ça, qui vont se lancer des gros défis plutôt qu'ils restent dans leur canapé. C'est mieux pour l'ensemble de notre société, globalement. Hein. Et ils se lancent le défi, à nous de les accompagner. Nous, pendant les 6 mois que tu décrivais, Hugo, où il y a de la distance entre l'organisateur, les plateformes et le participant, on leur lance du plan d'entraînement, on leur lance sous différents formats maintenant. Ça peut être des podcasts, des vidéos et autres. Il y a une partie des gens qui sont quand même assez attentifs à ces plans. Je sais que les plateformes de coaching fonctionnent bien, etc. Donc la majorité se prépare. Donc ils se lancent le défi, qui se préparent. Ils sont dans un merveilleux monde et un super accomplissement. Et puis il y en a certains qui vont se lancer le défi un peu la sauvette, qui vont pas être préparés, tant pis, ils se le lancent. Je pense que ça se régule au fur et à mesure. La première fois, ils font ça. La deuxième fois, ils se préparent un petit peu plus parce qu'ils ont vécu l'enfer. Et ça reste du running, donc on est toujours sur la route. Si on s'arrête et qu'on n'a plus de force, on est toujours sur nos 2 pattes. C'est pas très dangereux. On n'est pas sur un voilier au milieu de l'Atlantique si on n'y arrive pas. Donc il n'y a pas cette dangerosité. On l'a aussi sur le vélo, nous, et effectivement c'est plus compliqué quand ils sont dans la montagne, dans un col ou dans une descente, alors qu'ils n'ont plus de capacité à gérer. Sur le running, ça reste raisonnable, on peut prendre le métro pour rentrer, il y a une navette, c'est pas trop compliqué pour les organisateurs. Donc moi, total encouragement à ceux qui se lancent des défis, c'est bien, c'est rigolo, et on l'a tous fait, je crois, et c'est l'évolution de la pratique sportive. Peut-être un petit mot avec notre correspondant de la presse. Voilà. Est-ce que dans la presse, vous sentez aussi cet engouement pour la course à pied quand vous allez sur les événements, que vous faites alors le reportage, maintenant de plus en plus aussi la presse quotidienne régionale, la PQR, comme évoqué, tout le monde est pas familier avec l'acronyme qu'a évoqué Eric tout à l'heure. Est-ce que vous allez chercher en amont les coureurs, les suivre un peu dans leur préparation aussi, voir comment ce défi se relève, chercher les jeunes, les femmes, les moins jeunes, voilà, tout le monde va s'amuser. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi et que vous arrivez à alors peut-être populariser, c'est pas le bon mot, mais à bien matérialiser, à bien retracer, représenter? C'est exactement ça. En fait, il y a 5, 10, 15 ans, on allait chercher vraiment l'élite de la course à pied, parce que c'est ceux vraiment qui incarnaient un peu le suspense sportif de la course. Et depuis qu'il y a eu ce basculement et cette démocratisation, je veux dire, maintenant, notre cible principale, c'est plus celui qui arrive premier et qui va taper un marathon en 2h30, mais c'est la femme, c'est le jeune qui se lance, c'est le coureur un petit peu lambda qui incarne toute cette nouvelle population qui se lance dans la course à pied et à qui on a envie de demander justement pourquoi, comment ils se préparent, qu'est-ce qu'ils espèrent, qu'est-ce qu'ils retirent un petit peu de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment vers cette population
qu'on a tendance un peu à se tourner, quoi. Et pour revenir aussi un petit peu sur le boom de la course, quand je dirais qu'il y a... Nous, on l'a vécu vraiment, je trouve, de façon foudroyante depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 ans, quand on allait... c'était les organisateurs qui nous sollicitaient pour faire la promotion et la publicité de leurs courses parce qu'ils avaient besoin on va dire, de remplir. Alors, je ne parle pas des grosses courses comme les vôtres qui font toujours un peu le plein depuis longtemps, mais maintenant, c'est nous qui les sollicitons 3 semaines avant pour qu'ils nous disent qu'en fait, ça fait déjà 2 mois qu'on est à guichet fermé, quoi. Donc il y a vraiment... Enfin, je ne sais pas les chiffres au niveau national, mais en tout cas à Lyon et dans la région, la demande a dépassé l'offre, quoi. Et ça, c'est vraiment l'un des enjeux de la pérennisation, comme on disait tout à l'heure, de la course à pied. Voilà, messieurs, merci pour vos témoignages. Donc on le voit, on l'espère, en tout cas, la course à pied a plein d'avenir devant soi. Il y a plein de coureurs à les conquérir. Jérôme a dit tout à l'heure, moi j'ai retenu 3 millions de résultats enregistrés. Certains en ont plusieurs, donc ça veut dire qu'il y a encore potentiellement 65 millions. Alors peut-être un petit peu moins, mais il y a au moins 30 millions de coureurs à aller conquérir encore. Messieurs, vous êtes prêts à les accueillir ? Avec grand plaisir. Ah oui, il n'y a aucun problème. Venez. Surtout les dames. D'ailleurs, un sujet, sachez que la semaine prochaine, avec France Outdoor, on aura le plaisir d'avoir Max et on parlera de la féminisation. C'est important, on sera à Lyon. Donc voilà, si vous voulez suivre cette actualité, on pourra en parler sur le forum Next. Voilà, merci messieurs. Je vous rappelle, je vais vous remercier juste après, mais je vais rappeler à tout le monde que cette conférence a été enregistrée sur Ma TV en Beaujolais, que à partir de vendredi prochain, vous pourrez la retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment la chaîne YouTube Ma Télé en Beaujolais ou Beaujolais Inside. Je vais vous remercier messieurs. Alors, dans l'ordre sur la scène, Xavier Breuil, journaliste au Progrès, Éric Le Palmec, président d'Idéal, créateur d'événements sportifs, on a dit entre autres Monténard, le marathon de Chablis, puis il a rajouté l'Équidène de Grenoble quand même. Grenoble Visite, toujours un peu aussi. Voilà. Thomas Delpeuch, donc pour les épreuves grand public chez ASO. Alors, on s'est focalisé sur le running, mais Thomas l'a dit, ils organisent aussi les événements cyclistes avec notamment l'étape du Tour qui s'arrache alors en 5 minutes. 22. Ouais, ok. Et puis donc Hugo Charrier qui représentait Finishers, donc société de chronométrage qui nous a fourni cette belle étude, qui a lancé cette discussion. Merci à Hugo pour l'étude. Et puis Jérôme Villon, notre directeur général de la Fédération française d'athlétisme, qu'on remercie, qu'on a attrapé au vol pour venir participer à ce témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cette table ronde sur le boom du running. On va vous souhaiter de profiter du village du marathon. Et puis dans quelques minutes, on va se retrouver avec la prochaine conférence relative aux Jeux Olympiques Alpes françaises 2030.